Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien, je viens de déménager à Ubud dans un appartement trop cool qui est encore complètement ouvert sur l'extérieur, donc habituez-vous à ce fond sonore de la jungle. J'ai fêté aussi mon anniversaire cette semaine et qui dit mon anniversaire dit anniversaire du podcast puisque le premier épisode était sorti il y a 1 an, le jour de mes 27 ans. Donc merci d'avoir porté le développement de ce podcast et pour continuer à le soutenir, merci de continuer à le noter. Je sais que environ 53% des auditeurs écoutent le podcast sur Apple Podcast, soit environ 400 auditeurs. À ce jour, j'ai environ 83 ou 85 notes et avis sur Apple Podcast, donc je suis sûre qu'on peut aller au moins jusqu'à 100 et propulser le podcast dans les charts. Donc allez laisser un commentaire sur Apple Podcast et une note. Si vous savez pas comment faire, il faut aller sur la page principale du podcast et swiper tout en bas pour laisser un avis. Et vous pouvez évidemment aussi le faire si vous êtes sur Spotify. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Connaissez-vous le Human Design? Ou en avez-vous déjà entendu parler? Je pense que oui. C'est un peu le nouvel outil de connaissance de soi un peu à la mode qui vient concurrencer l'astrologie ces derniers temps. Et pour en parler, j'ai invité Lorraine, une naturopathe hyper cool que je suis depuis longtemps sur les réseaux et qui propose désormais aussi des accompagnements en Human Design. Et elle va nous expliquer de quoi ça retourne. On va parler bien sûr de son parcours et puis elle va nous exposer le fonctionnement du Human Design et son histoire, les différents types, profils, et elle va donner des exemples en se basant sur mon profil. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu, moi je suis Manifesting Generator, tout comme 70% des gens. Donc il y a de fortes chances pour que les choses qu'elle me dit soient aussi valables pour vous. L'idée c'est que vous fassiez un peu un avis dessus, que ça vous éclaire un petit peu sur ce que c'est parce que pour moi c'était vraiment assez sombre comme outil, j'arrivais pas trop à comprendre et qu'éventuellement ça vous donne envie de tester. Donc voilà, je vous laisse avec notre interview. Enjoy! Salut Lorraine! Salut Louise! Comment ça va? Bah écoute, super bien, là je viens d'arriver à Lisbonne, donc je suis au top, je suis hyper contente. Trop bien! On a ce petit point en commun, c'est d'être digital nomade, c'est tellement confortable. Ouais, bah écoute, pour moi c'était vraiment un rêve, si tu veux, de pouvoir me reconvertir et vraiment choisir la vie dont j'ai envie et notamment le fait de pas être fixe. Ouais. Pour moi c'était vraiment un rêve, tu vois, de me dire en fait, si le dimanche j'ai pas envie de rentrer de l'endroit où je suis, bah j'y reste. Ouais. Et ça c'est vraiment super cool. Ouais, c'est clair. I feel you. Du coup, merci de venir dans ce podcast pour parler d'un sujet inédit, le Human Design. J'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle tendance. Donc, Ouais. et moi, je connais pas très bien. Alors, quand je suis arrivée dans mon yoga teacher training, genre, toutes les meufs étaient à fond là-dessus. On a parlé que de ça pendant 1 mois. Donc, mais je m'y suis pas vraiment intéressée. Genre, j'ai pas été sur le site faire mon truc et tout. Donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Et puis on va d'abord commencer par parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de te présenter, de nous dire un petit peu ton parcours? Tu nous as dit que tu t'étais reconvertie. Donc explique-nous un petit peu tout ton parcours et comment t'en es arrivée là. Alors pour ceux donc qui me connaissent pas, donc moi je m'appelle Lorraine et effectivement j'ai entamé en fait une reconversion il y a à peu près 2 ans. Donc moi en fait j'étais en fait disons que je me suis toujours cherchée professionnellement. Pour moi ça a toujours été très compliqué. J'ai jamais été épanouie dans une boîte et en fait avant mes 30 ans j'avais changé je crois plus de 6 fois de boîte. Donc j'ai fait de l'événementiel, j'étais dans le secteur du digital et j'ai essentiellement été, tu vois, dans tout ce qui est relations clientèle, commerciale. Mais vraiment, j'arrivais pas du tout à trouver un épanouissement professionnel. Et pour moi, si tu veux, c'était hyper important de faire quelque chose qui m'anime, tu vois, de trouver un sens, parce que j'arrive pas en fait à faire une dissociation, si tu veux, entre le pro et le perso. En fait, je suis la même dans le pro et dans le perso.
Donc, pour moi, si tu veux mettre un peu un uniforme et me transformer et être dans un boulot en respectant un certain cadre, des règles, des choses comme ça a toujours été genre hyper compliqué. Et puis surtout à chaque fois de recommencer, tu vois, de partir d'une boîte, d'aller dans une autre boîte. Et en fait, c'était un cercle vicieux qui fait qu'à chaque fois, si tu veux, c'était le même process. J'arrivais dans une société, au bout de 3 mois, tu vois, j'étais contente parce que je découvrais de nouvelles choses. Et ensuite, si tu veux, ça m'animait, en fait, plus du tout. Et à tel point, si tu veux, que j'étais arrivée à un stade en me disant, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler, tu vois? Mais vraiment, tu vois, c'était. Et puis même, tu veux, ton entourage, les gens autour de toi te disaient, mais attends, mais Lorraine, au bout d'un moment, faut te stabiliser. Et en fait, j'arrivais pas, si tu veux, à faire semblant et à être à fond dans un job parce que pour moi, ça m'animait pas. Et donc, je sentais bien, tu vois, que j'étais à la recherche de quelque chose, que je cherchais un petit peu, voilà, ce qui allait me transcender et de pouvoir, en fait, faire une activité. Et pour moi, c'était un truc un peu idéaliste en me disant, bah, finalement, tu vois, le travail, bah, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Et j'avais vraiment, tu vois, à cœur de trouver, en fait, mon cœur de métier, ce qui allait vraiment m'animer. Et en fait, j'ai toujours été intéressée par le domaine du bien-être, comprendre, tu vois, la physiologie du corps, l'alimentation, le développement personnel. Et en fait, un jour, par hasard, je tombe sur un article qui parle de naturopathie. Et donc, moi, je ne connaissais pas ce terme. Et en fait, donc, j'ai lu un peu la définition du fait que c'était de chercher la cause, tout ce qui est autour des solutions naturelles, do it yourself. Je faisais plein de recettes moi-même. Et en fait, en lisant l'article, qui parle aussi de physiologie, de lier le corps à l'esprit, je me suis dit, ah, mais en fait, énorme, je fais de la naturopathie sans le savoir. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder un peu les formations, les écoles. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé, tu vois, après une énième expérience non concluante dans le monde du travail, de rejoindre, en fait, l'école du Sénato, donc qui est une école en présentiel à Paris. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé ce process de reconversion. Et bah, toi aussi, hein, qui connais bien évidemment la naturo et qui fait une école, si tu veux, pour moi, ça a été vraiment limite thérapeutique parce que je l'ai un peu vu, si tu veux, comme une école de la vie. En fait, au-delà de me dire, je sais pas si toi, ça t'a fait la même sensation, mais au-delà de me dire, je me forme à un métier, si tu veux, ça a vraiment été une ouverture au monde. Surtout que dans notre école, il y a aussi une ouverture assez spirituelle. Et du coup, si tu veux, je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées avant. Et je l'ai plus pris vraiment comme une aventure personnelle que de me dire, tu vois, c'est vraiment un travail de reconversion professionnelle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment des trucs que j'aurais aimé apprendre plus jeune, tu vois, genre des trucs que j'aurais aimé apprendre à l'école. Mais je crois que chaque chose arrive au bon moment, tu vois. Mais pour moi, voilà, enfin, le mot, c'est vraiment, tu vois, une école de la vie. Et surtout, tu vois, de me dire, en fait, comment j'ai envie de vivre ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu vois, au-delà de l'activité, c'est aussi la manière et le format, tu vois. Où tu veux vivre, comment tu veux vivre, la nature de tes interactions, tes projets. Et pour moi, ça a été hyper révélateur, en fait, En fait, ça m'a libérée, si tu veux, de faire cette école. Il y a vraiment un shift avant-après. Et le fait de décider de devenir naturopathe en distanciel, c'est quelque chose qui t'a semblé évident ou... Parce que j'ai l'impression que... Enfin, déjà que c'est un petit peu marginal, entre guillemets, de vouloir devenir naturopathe. Alors, se diriger tout de suite vers une activité en ligne, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as mis du temps à vouloir mettre en place En fait, c'est un peu arrivé par la force des choses. En fait, quand je suis arrivée, si tu veux, dans cette école de naturopathie, en fait, assez automatiquement, je m'étais mis en tête, alors moi, je vivais à Paris à l'époque, je m'étais mise en tête, je m'étais dit, je serai naturopathe en cabinet à Paris et je vais développer ma clientèle. Sauf que si tu veux, au fur et à mesure de la formation, il y a des choses qui se sont un peu ouvertes en moi, tu vois. J'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, en fait, je sais pas vraiment si ça m'anime plus que ça, si tu veux, d'être en cabinet à Paris. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc, ma formation, en plus, qui était en présentiel, tout d'un coup, elle a switché directement en remote, à distance. Donc, on a dû s'adapter. Et comme tu le sais, le plus important aussi en naturo, c'est vraiment de se lancer, de s'exercer, tu vois.
et j'ai laissé mes activités et donc j'ai été, par la force des choses, obligée de le faire à distance. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, si tu veux, un modèle qui me correspondait super bien, que j'étais assez à l'aise avec la dynamique de faire à distance. Si tu veux, avec les clientes, et notamment j'ai eu, au début, j'avais pas mal de clientes, tu vois, qui avaient 35-40 ans, qui étaient mères de famille, et donc du coup, elles aussi, ça les arrangeait vachement, tu vois, d'avoir une séance en fin de journée, de pas se déplacer, et donc en fait, c'est comme ça que j'ai décidé de continuer l'expérience en remote, et très vite, en fait, je me suis dit, mais va au bout de tes rêves, va vraiment au bout de ce que tu veux faire, sois pas dans un demi-rêve, où vraiment je me suis dit, moi, ce qui vraiment me fait rêver, et je voyais toutes ces filles sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu sais, qui étaient digital nomades, qui voyageaient, je me suis dit, ah là là, mais pour moi, c'était vraiment un rêve quand je voyais ça, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, mais je vais coupler ce truc-là entre faire de la naturopathie à distance, et du coup, tu vois, ça me permet d'être d'où je veux, tu vois, d'être à Paris, d'être à la campagne, d'être en Italie, d'être au Portugal, et c'est vraiment, si tu veux, ça arrivait comme ça s'est fait par la force des choses, mais en arrivant dans l'école, je m'étais pas du tout dit tout de suite, je vais faire de la naturo, et en plus à distance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ce Covid, ça a été quand même un cadeau pour pas mal de personnes. En tout cas, je trouve qu'il a permis, ça a permis vraiment je trouve, des prises de conscience. Ouais. Tu vois, de se rendre vraiment compte. Il y a plein de gens qui se sont rendus compte que leur vie était pas du tout alignée avec ce qu'ils souhaitaient. Il y a plein de gens qui ont déménagé, qui ont pris un petit peu la valeur, tu vois, de la vie, de la manière dont ils voulaient vivre, et puis ils se sont rendus compte que tout d'un coup on se retrouve enfermé. Et est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie d'avoir, tu vois? Donc je trouve qu'effectivement il y a eu plein de prises de conscience avec le Covid, et notamment, tu vois, de démocratiser un peu le distanciel, tu vois. Même si évidemment la présence c'est hyper important, mais le côté de pouvoir bosser à distance, moi je trouve que c'est génial, tu vois, même dans les interactions, parce qu'il y a plus de barrières, tu vois, tu peux travailler d'où tu veux, avec des gens du monde entier. Et du coup, maintenant, t'es naturopathe et humaniste. Et comment on dit, coach, analyste. En fait, juste pour continuer par rapport à ça, donc par rapport au remote et à la naturopathie, j'ai aussi assez vite compris que, si tu veux, la naturopathie allait pas être une finalité. Et moi, en termes professionnels, tu vois, de me dire, voilà, je suis Lorraine, naturopathe. Mais pour moi, en fait, le naturo, je le vois un peu comme une philosophie de vie. Tu vois, je pense que ça te parle aussi. Ouais. En fait, c'est vraiment une philosophie de vie. Ça m'a appris énormément de choses. Et en fait, dans mes consultations naturopathie, je me suis sentie un peu limitée, si tu veux. Notamment, j'avais envie d'investir vraiment la notion d'alignement, parce que je sentais, j'avais beaucoup de personnes, si tu veux, qui venaient pour une problématique, et ça, tu dois le voir aussi, mais pour, je sais pas, des problèmes de stress, de digestion, d'alimentation, de perte du poids. Et donc, on a fait sur l'aspect physiologique, tu vois, quand on fait les comptes rendus, qu'on donne tous les conseils naturopathiques. Mais au-delà de ça, si tu veux, derrière tout ça, pour moi, se cachait vraiment un désalignement, une personne qui n'était pas du tout alignée et satisfaite et épanouie dans sa vie. Et en fait, tu vois, le côté naturo me limitait un petit peu. Bien sûr qu'il y a une part où on parle de la psychologie, on lit l'esprit au corps, mais vraiment, moi, si tu veux, j'avais vraiment envie de rentrer dans cette dynamique-là. Et en fait, si tu veux, le Human Design s'était présenté à moi par l'intermédiaire d'un de mes amis qui m'avait envoyé un message qui m'a dit « Oh là là, Lorraine, je viens de découvrir le Human Design. Oh, je suis sûre, c'est ton truc, tu vas trop aimer. » Et donc, j'avais regardé. Donc, c'était à l'époque, tu sais, j'étais étudiante en naturo. J'ai regardé et j'avais vu cet outil et je me suis dit « Oh là là, c'est génial, j'adore. » Et puis, je me suis dit « Non, attends, calme-toi. Déjà, tu es en naturo, c'est marginal. Si en plus, tu te mets au Human Design maintenant, alors que tu n'as pas fini tes études, c'est pas le moment. » Et en fait, par la suite, ça s'est représenté à moi. Et donc, je me suis formée au Human Design. Et donc, c'est comme ça, si tu veux, que voilà, j'ai bifurqué vraiment sur le Human Design. Voilà, maintenant, en fait, je me sers aussi de la naturopathie. En fait, la naturo, c'est tout ce que j'ai appris aussi. Et en fait, c'est un peu un mix des deux, puisque pour moi, tout est forcément lié, tu vois, dans toutes ces disciplines. C'est interconnecté, donc il n'y a pas vraiment de barrière. Tu vois, à quel moment commence la naturo, à quel moment se finit la naturo. Donc, pour moi, c'est un tout, tu vois. C'est toutes tes expériences,
tous tes enseignements que tu mets au service en fait de tes clients, de ce que tu as envie de transmettre, de partager aux gens. Oui, et puis non seulement c'est lié, mais ça peut aussi être un outil supplémentaire pour les consultations de naturopathie. Je pense que c'est de plus en plus fréquent que avant les consultations. Il doit y avoir de plus en plus de thérapeutes qui te demandent ta date de naissance et tout. C'est un outil supplémentaire qui permet d'individualiser encore plus, quoi. C'est pour ça qu'en fait, voilà, l'idée, c'est aussi de créer un peu, tu vois, son offre, son accompagnement avec tout ce qu'on a pu voir. Tu vois, moi, par exemple, je sais qu'à mon avis, prochainement, je vais me former en numérologie. Je trouve ça génial. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui me passionnent et je trouve que voilà, c'est des outils que tu peux mettre au service des gens et pour apprendre finalement à te connaître d'autant plus, quoi. Ouais. C'est sans fin, quoi, tu vois, quand on touche un peu ces disciplines. Moi vraiment, enfin, ce que je trouve incroyable avec le développement personnel, la naturopathie, c'est que enfin, il y a tellement de choses où tu peux te nourrir intellectuellement, tu vois, c'est sans fin. Moi, c'est ça que j'adore, que je trouve passionnant dans nos métiers. Puis c'est des rencontres, c'est de l'humain, enfin, je trouve que ça fait vraiment sens, quoi. Est-ce que tu peux maintenant nous en dire un petit peu plus sur concrètement qu'est-ce que c'est le Human Design, quels outils ça utilise, ouais, une définition, comment ça marche en fait. Un petit peu simplifier et t'expliquer un petit peu ce que c'est l'Human Design. Donc en fait, le Human Design, si tu veux, c'est ce qu'on appelle un outil de connaissance de soi. En fait, c'est un outil de développement personnel qui en fait va nous permettre de comprendre notre fonctionnement naturel, d'identifier, si tu veux, notre véritable nature au-delà des conditionnements, c'est-à-dire au-delà de la famille dans laquelle tu as été élevé, au-delà des attentes de tes parents, de tes amis, de la société. Et si tu veux, l'Human Design, c'est pas un test de personnalité, tu vois, comme le MBTI par exemple, tu vois. Les données en fait du Human Design, c'est effectivement ta date de naissance, donc ton heure et ta date de naissance, et à partir de là va être généré, si tu veux, ce qu'on appelle un body graph. Et donc, je sais pas si tu as pu voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais il y a énormément. Très vite fait. Très vite fait. Globalement, en général, quand les personnes regardent ça, ils ne comprennent rien du tout, et c'était bien évidemment mon cas quand j'ai regardé le schéma, parce que c'est comme un petit personnage avec il y a des losanges, enfin il y a des formes géographiques, il y a des chiffres à gauche, à droite, il y a des informations. Donc c'est assez complexe et on peut aller de manière très deep, tu vois, rentrer très profondément dans un schéma. Mais en fait, l'idée, c'est aussi, si tu veux, de se rendre compte de l'intérêt en fait du Human Design, qui est vraiment en fait de prendre conscience de sa singularité, de son authenticité, parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous la même énergie. Certains vont avoir une énergie qui va être fixe et constante, d'autres personnes vont avoir une énergie qui va être variable. Et du coup, l'idée, c'est comment toi tu investis cette énergie, comment tu préserves ton énergie. Et donc, ça nous donne vraiment des informations qui vont être hyper pertinentes pour notre vie. D'ailleurs, le Human Design, on dit que c'est la science de la différenciation. Alors, petit point historique pour connaître un petit peu donc l'histoire du Human Design, donc comment ça a été inventé et tout ça. Donc, l'histoire, attention, est un peu perchée. Ok. Donc, en fait, le Human Design a été créé par Alan Krakauer, donc, qui est un Américain, qui d'ailleurs par la suite s'est fait appeler Ra-Uru-U. Donc d'ailleurs, toutes les informations que tu peux trouver sur Internet, c'est ce nom-là qui est utilisé, Ra-Uru-U. Et en fait, lui, si tu veux, donc c'était un entrepreneur, il a travaillé dans la production, il avait aussi toute une dynamique un peu artistique, il travaillait dans une agence de publicité. Et en fait, un jour de janvier 1987, il a en fait, si tu veux, canalisé toutes les informations pendant 8 jours et 8 nuits du Human Design. Donc, quand je dis canaliser, c'est le fait, si tu veux, de recevoir l'info d'autres plans de conscience ou d'une intelligence supérieure. Ok. Donc, voilà. Après, le tout, c'est pas, enfin, si tu veux, dans la démarche, le tout, c'est pas d'y croire, si tu veux, de dire, ah ben, je crois ou je crois pas, parce que forcément, les gens enfin, ceux qui ont besoin dans la décision très rationnelle, ça peut sembler totalement perché. Mais en fait, l'intérêt, si tu veux, du Human Design, c'est pas du tout de convaincre ou de dire toi tu es comme ci ou comme ça, mais c'est justement, si tu veux, le fait de pouvoir l'expérimenter. En fait, le Human Design te permet réellement, si tu veux, d'expérimenter ta nature
pour apporter en fait plus de fluidité dans ta vie. Comment tu peux effectivement comprendre et honorer ton fonctionnement énergétique, parce que c'est surtout ça l'Human Design, c'est le fonctionnement énergétique. Se détacher des conditionnements, s'éloigner aussi des mécanismes de comparaison. À partir du moment où tu comprends qu'on a tous une singularité, qu'on est tous différents, qu'on a chacun une énergie spécifique, bah, si tu veux, ça te permet aussi un petit peu de te dégager de toute cette comparaison. Tu vas te dire, mais pourquoi elle fait ci, elle fait ça marche, moi je fais ça comme ça marche pas. Et en fait, si tu veux, pour moi, ce qui est hyper important, pour moi, ce qui fait vraiment sens aujourd'hui avec le Human Design, c'est, si tu veux, on est aussi un peu, je trouve, dans une société où il y a un petit peu une injonction au bien-être, je trouve. Je sais pas si c'est ton avis, mais tu vois un peu en mode good vibes only, le fait de se dire deviens la meilleure version de toi-même. Si tu veux, il y a un peu cette injonction en permanence au bonheur, et avec tu vois, le boom du développement personnel. Et je trouve que ce qui est hyper important, au-delà, si tu veux, de vouloir être toujours dans la performance, d'être plus heureux, plus performant, être la meilleure version de soi-même, ce qui est super important pour moi, c'est en fait, au final, de se connaître. Tu vois, réellement de se dire, mais en fait, qui je suis, est-ce qu'on se connaît réellement? Et je trouve que le Human Design est une façon, parmi tant d'autres, hein, pour certains ça va parler, d'autres pas du tout, mais justement, si tu veux, de pouvoir réellement se connaître et afin d'incarner, si tu veux, son authenticité. Alors, pour t'expliquer, parce que peut-être que c'est encore un petit peu abstrait tout ce que je dis là, en fait, l'intérêt du Human Design, c'est que, enfin l'intérêt, on va dire qu'il y a 3 informations qui sont essentielles. On pourrait encore aller très très loin avec le Human Design, mais en fait, si chaque personne avait accès à ces 3 informations, eh ben, c'est vraiment une façon, si tu veux, de pouvoir comprendre qui on est. Alors, ces 3 points, on va aller droit au but. Ces 3 points, donc c'est le type énergétique, l'autorité intérieure et le profil. Tu vois, et l'idée, donc ces 3 informations, comme je disais, c'est vraiment prendre conscience de qui on est pour plus facilement prendre sa place, trouver plus de fluidité dans sa vie. Donc le premier, donc c'est ce qu'on appelle le type énergétique. Donc le type énergétique, c'est un petit peu de comprendre en fait quelle est son énergie. Est-ce que notre énergie, elle est fixe et constante? Est-ce que notre énergie, elle est variable? Et à partir de là, tu vois, ça va nous donner des informations dans notre vie pour se dire, bah tiens, comment j'honore mon énergie? Est-ce que mon type de vie est adapté aussi à mon énergie? Tu vois, parce que moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un avec un profil, avec une énergie qui est variable, donc qui est pas fixe et constante. Et je m'étais toujours dit, ah là là, je comprends pas, cette personne, elle est hyper énergétique, elle arrive à être dans la production en permanence. Moi, j'ai l'impression que je fonctionne plus par vague. Bah, en fait, oui, pour le coup, c'est le cas, tu vois. D'après mon type énergétique, je suis un type qui est justement avec une énergie qui est variable. Donc ça, déjà, ça te donne une première information. On pourra aller voir si tu veux, il y a 4 types énergétiques. Et à travers chaque type énergétique, tu vas avoir une stratégie qui va être définie. Et la stratégie, c'est le fait de pouvoir saisir et cultiver les opportunités dans la vie pour justement avoir plus de fluidité. Ensuite, tu as ce qu'on appelle donc l'autorité intérieure. Donc l'autorité intérieure, en fait, c'est relié à la prise de décision. Donc c'est quelle est la manière pour toi la plus alignée pour prendre tes décisions. Donc il y en a plusieurs. Donc juste pour illustrer, tu vois, par exemple, certaines personnes, la prise de décision, elle va être immédiate. Par exemple, on parle d'autorité intérieure, d'autorité splénique. Donc, c'est le fait, en fait, si tu veux, de prendre ses décisions à travers son intuition. Et l'intuition, elle est subtile, elle se présente une fois. D'autres personnes, la prise de décision, elle va être plus longue, va falloir un temps de réflexion, va falloir laisser passer ce qu'on appelle la vague émotionnelle. Et donc, à ce moment-là, la personne, effectivement, ce sera pas forcément aligné pour elle de directement prendre ses décisions, mais justement d'essayer de revenir à une clarté émotionnelle. Et sachant que la vie, si tu veux, c'est une succession de prises de décision, en fait, c'est hyper intéressant de pouvoir déceler chez nous quelle est la manière la plus alignée de prendre nos décisions. Donc ça, c'est une deuxième information qui est hyper pertinente. Et la troisième information, c'est le profil. Donc là, le profil, c'est constitué de 2 chiffres. Et le profil, ça correspond en fait à la manière d'observer et, si tu veux, d'interpréter le monde.
en fait qui nous sommes et ce qu'on va montrer aux autres. Et donc en fait chaque chiffre va correspondre effectivement à une définition particulière. C'est un peu la lunette à travers la façon dont nous on va voir le monde. Et ça, moi j'avais entendu donc en fait que c'était basé sur l'astrologie, les chakras. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le mélange de techniques qu'il y a en fait? En fait, le Human Design, en effet, ça va regrouper différentes techniques ancestrales, donc à savoir la Kabbale avec l'arbre de vie. Va y avoir également l'astrologie, va y avoir le I Ching chinois et va y avoir aussi les centres énergétiques. Donc on peut rapprocher des chakras. Donc en fait, c'est un peu un mixte de toutes ces techniques ancestrales. Ok, et ce qui m'intriguait, c'est que juste avec du coup la seule date de naissance et l'heure de naissance, ce qui est juste ce qu'on a besoin pour l'astrologie, on peut avoir des informations sur les chakras et les autres choses. Enfin, c'est ce lien-là que j'ai jamais vraiment compris, tu vois. C'est assez compliqué, c'est assez, en effet, c'est assez complexe. En fait, si tu veux, c'est au même titre que le thème astral. En fait, c'est un logiciel qui va générer en fait ton bodygraph en fonction aussi des éphémérides, en fonction en fait de la place en fait des planètes. Et ça, effectivement, donc c'est un calcul que tu peux faire. Il y a un article d'ailleurs qui est assez détaillé là-dessus. Je pourrais te l'envoyer si tu veux, au même titre que tu peux faire le thème astral. Mais c'est assez complexe et donc effectivement, vaut mieux laisser, si tu veux, un algorithme te donner toutes les informations précises à ce sujet, quoi. Ok, bon on va pouvoir quand même laisser un petit peu de mystère, hein. On va pas tout dévoiler, la magie. Ça, c'est exactement ça. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire pour présenter le Human Design avant qu'on commence à rentrer, à donner un petit peu plus d'exemples du coup à travers ma charte? Ce que je voulais dire aussi, c'est que le Human Design, si tu veux, c'est vraiment pour moi un outil. D'ailleurs, le fondateur le dit. L'idée, c'est pas forcément d'y croire. L'idée, c'est d'expérimenter. Et donc, ce qui est hyper impactant, je trouve, avec le Human Design et uniquement avec ces 3 informations. Et d'ailleurs, on va les voir pour ton cas. C'est que d'ores et déjà, si tu veux, tu peux mettre en place des exercices dans ta vie pour te permettre, si tu veux, de te rapprocher au maximum de ton Human Design et à ce moment-là, de voir effectivement s'il y a des évolutions, si tu sens plus de fluidité. Tu vois, si tu veux chercher un peu ce matching, c'est assez facile en fait avec le Human Design de pouvoir mettre des choses en place et après, libre à toi si tu veux de te dire en fait, ça me parle trop, je sens qu'effectivement, il y a de la facilité qui vient d'arriver, donc j'ai envie encore d'en savoir plus et c'est ça en fait qui est hyper pertinent, je trouve, avec cet outil. Ouais, c'est ça aussi que j'apprécie. Ma prof de philosophie du yoga nous disait toujours ne croyez pas à ce que je dis, expérimentez. Et ça, je trouve ça vraiment intelligent. Et c'est pareil avec le tarot, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment une relation magique entre moi et mes cartes? Non, mais en fait, si je lis les interprétations et que ça me parle, mais c'est déjà génial, tu vois. C'est vraiment des outils intellectuels, en fait, pour réfléchir sur notre vie. Et il n'y a pas besoin de croire en quelque chose de magique, tu vois. C'est juste toi, ta réflexion par rapport à ça, en fait, qui va t'apporter Exactement. quelque chose. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment top, tu vois, notamment, comme tu disais... il y a eu un grand boom avec la naturopathie il y a 3 ans. Tu vois, avant, c'était quand même super marginal. Aujourd'hui, ça l'est quand même de moins en moins. Et du coup, c'est super, tu vois, de pouvoir vulgariser, rendre accessible, tu vois, au maximum, comme le Human Design, tu vois, franchement, le Human Design, tu peux te former pendant des années, c'est extrêmement complexe. Mais l'idée aussi, tu vois, c'est de rendre accessible ces informations pour que déjà, tu vois, les personnes, tu vois, ça leur paraisse pas extrêmement compliqué, mais qu'il y ait cette façon aussi de pouvoir y accéder plus simplement. Et tu vois, de pouvoir trouver une évolution, un développement et faciliter, tu vois, le mieux-être des personnes avec des outils, tu vois, comme ça. Et le fait de pouvoir expérimenter, je trouve ça vraiment... parce qu'on n'est pas dans l'ordre de la croyance, finalement. Ça marche. Bon, trop intéressant. Maintenant, je suis vraiment suspendue à tes lèvres pour la révélation. Alors oui, moi je me suis penchée sur ton Human Design. Donc comme je t'ai dit, si c'est ok pour toi, on va voir les 3 informations dont j'ai parlé donc précédemment, à savoir le type énergétique, l'autorité et le profil. Alors pour le type énergétique, donc faut savoir qu'il y a 4 types énergétiques différents. Donc en effet pour les personnes aussi qui nous écoutent, ceux qui ont eu la curiosité d'aller regarder donc leur Human Design
de générer leur body graph. Comme je le disais, effectivement, donc il y a différents types énergétiques. Donc il y a les générateurs, les manifesting générateurs. Donc toi, tu es manifesting générateur. Les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Alors, en fait, on en compte 5, sachant que les générateurs et les manifesting générateurs, en général, on les met dans la même, on les met dans la même catégorie, si tu veux. Et le générateur manifesteur aura quand même des petites différences par rapport au générateur. Mais bon, ce que je vais dire là sur le générateur, c'est aussi valable pour les manifesting générateurs, ok? Donc, générateur, okay. Alors en français, pardon, donc, générateur et générateur manifesteur, ils représentent en fait 70% de la population. Et donc eux, si tu veux, c'est des personnes qui ont une aura qui va être ouverte et enveloppante. Ce sont en fait, si tu veux, des bâtisseurs. On les appelle les bâtisseurs. C'est des personnes qui ont énormément d'endurance. En fait, c'est le type le plus énergétique du Human Design. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en fait le centre du sacral qui est activé, alors que les autres profils ne l'ont pas. Et donc vraiment, eux, ils ont vraiment une énergie qui est fixe et constante. C'est-à-dire que les générateurs et les générateurs manifesteurs, ils peuvent vraiment compter sur cette énergie qui est hyper puissante. C'est un peu, si tu veux, pour schématiser, pour donner un peu une image, c'est un peu des piles Duracell. Ils ont vraiment, non mais c'est vraiment ça. Ils ont vraiment énormément d'énergie. Ils ont besoin de faire, ils ont besoin de se sentir utiles. C'est vraiment des forces de la vie. Et pour eux, si tu veux, et donc pour toi aussi, hein, je parle de toi quand je dis ça, ce qui vraiment les anime dans la vie, enfin ce qui est leur but ultime, si tu veux, c'est la satisfaction. Donc pour ces personnes-là, c'est vraiment de trouver, si tu veux, la satisfaction à travers donc ta vie personnelle, tes interactions et la vie professionnelle. Pour eux, c'est vraiment le but ultime, c'est vraiment de trouver cette satisfaction au cœur de leur vie. Donc l'idée, c'est vraiment qui s'engagent dans des projets qui les animent et qui vraiment les fait vibrer. Parce que si tu veux, ils ont ce qu'on appelle le sacral activé. Et le sacral, si tu veux, c'est le centre de la force vitale. C'est aussi le centre qui est relié à la sexualité. C'est vraiment un centre hyper énergétique. Et le sacral, c'est vraiment une boîte à sons. Si tu veux, c'est un ressenti qui est un peu de l'ordre du gut feeling. C'est dans les tripes, c'est viscéral. Et donc, si tu veux, chez eux, la stratégie, on va dire qu'ils doivent répondre à l'invitation. Et quand tu réponds à l'invitation, si tu veux, ça peut être aux opportunités de la vie. Il y a vraiment, si tu veux, ce côté un peu light up où tu ressens vraiment au niveau de tes tripes, au niveau vraiment viscéral, que tu as envie d'y aller. Et si tu veux, avec le conditionnement, les générateurs et les manifesting générateurs, ils ont tellement d'énergie qu'en fait, ils vont aller s'engager dans plein de projets différents et dans plein de projets parce que, si tu veux, ils ont aussi un besoin de se sentir utile. Et parfois, il peut y avoir un peu ce côté un peu FOMO, tu vois, le fear of missing out. Tu vois, le fait de se dire, ah là là, si je rate une opportunité, ça peut être... tu vois, j'ai absolument pas envie de rater cette opportunité. Donc, si tu veux, ils s'engagent. Et peut-être le fait de s'engager, si tu veux, dans des projets qui ne vont pas les animer, bah, chez eux, ça va générer en fait de la frustration. Et en fait, la frustration, c'est vraiment le non-soi, si tu veux, du générateur et des générateurs manifesteurs qui va témoigner en fait du fait qu'ils sont pas forcément dans leur alignement. Je sais pas si toi, ça te parle un petit peu. Ouais, bah, j'ai un projet d'investissement, mais je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et ouais, j'ai un peu ce truc de... Si je rate une opportunité, ouais, c'est un truc qui me taraude un petit peu en ce moment par rapport au fait d'investir dans une maison, parce que d'un côté j'ai de l'argent de côté, mais d'un autre côté, est-ce que je vais pas le foutre en l'air ? Enfin, ouais. En fait, si tu veux, l'idée pour ce type énergétique, c'est vraiment, si tu veux, en fait, ton sacral, c'est vraiment la boussole interne, si tu veux. C'est vraiment ce qui doit être, en fait, hyper... En fait, c'est un peu ton guide, si tu veux. Est-ce que ça te parle quand on parle, en fait, de gut feeling, tu vois, de sentir vraiment? C'est quelque chose qui est pas subtil, hein. C'est pas comme l'intuition, tu vois. C'est quelque chose qui est assez présent et si tu... Ouais, qui est vraiment dans le ventre et qui va se manifester souvent par peut-être même par un mouvement vers l'avant, genre ah oui, un son hyper prenant, genre ou ah non, tu sais, un truc un peu de dégoût. Est-ce que
Tu le ressens, toi, un peu Bah ça me parle, mais je pense que je suis trop dans le mental. Bah, en fait, si tu veux, le petit tips qu'on peut donner aux gens pour se reconnecter à leur sacral, le sacral, en fait, si tu veux, il répond à l'environnement extérieur. Donc, le sacral, comme tu dis que tu es dans le mental, le sacral, tu vois, il répond pas aux ruminations. Il répond pas au fait de, tu vois, d'être tout le temps dans le ressassement des idées, les choses comme ça. Le sacral, il va s'activer à partir des éléments extérieurs. Donc, quand quelqu'un va venir te parler, quand tu vas recevoir un texto, quand tu reçois un voice, tu vois, vraiment, il répond à l'extérieur. Et en fait, ce qu'on conseille pour les générateurs et les générateurs manifesteurs, et notamment aussi dans les relations et les interactions avec ce type-là, c'est vraiment, en fait, de leur poser des questions fermées ou à deux options. Tu vois, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, mais tu vas dire à une personne, tu vois, quel film tu veux voir ce soir? Le sacral, il va pas s'activer. En revanche, si tu dis, est-ce que tu veux regarder Mange PM ou Pulp Fiction? Non, mais tu vois, là, il va se faire un truc, tu vois, va y avoir un... Et en fait, si tu veux, c'est une façon, entre guillemets, de se reconnecter à son sacral pour justement te donner, en fait, l'impulse de dire, ah oui, ça me plaît ou ça me plaît pas. Et notamment, c'est hyper probant et hyper impactant avec ce système de questions fermées ou à deux options. Ouais, faut qu'on se pose des questions en réponse oui ou non et qu'on y réponde le plus vite possible, quoi. Pas forcément le plus vite possible, hein, c'est pas comme un jeu de rapidité, mais si tu veux, même dans tes interactions, si tu es avec un générateur ou un générateur manifesteur, pour justement lui permettre, lui, d'être toujours dans cette satisfaction, c'est de lui poser des questions ouvertes ou fermées, beaucoup plus ouvertes, pardon, des questions fermées et pas des questions ouvertes. Tu vois, et toi, te poser toi-même les questions, ça n'a pas du tout le même impact que si quelqu'un d'autre qui te pose ces questions-là, tu vois. Donc, à la limite, tu peux prendre une personne de confiance, tu vois, et lui parler de ton projet d'investissement. Et elle, en face, tu vas lui poser des questions fermées ou à deux options par rapport à ce sujet-là. Et comme ça, toi, tu vas voir ce qui t'anime parce que tu as ton sacral, tu vois, qui va te réveiller. Et au fur et à mesure que tu vas être dans cette dynamique-là, tu vas, entre guillemets, muscler ton sacral pour pouvoir l'écouter et rechercher toujours cette satisfaction. Et le fait est, tu vois, de s'engager dans des projets qui vont t'animer pour vraiment être dans un alignement et te sentir hyper en accord avec ce que tu fais et pas justement être dans le doute parce qu'en général, si tu veux, le sacral, il doute pas vraiment. C'est un oui ou c'est un non et c'est assez franc. Ok. Tu vois, intéressant. J'essaierai de muscler ça. muscle ton sacral. Ouais. Et pour les générateurs, on va souvent dire que ce sont des personnes qui vont être, contrairement aux générateurs manifesteurs, c'est des personnes qui vont être plutôt méthodiques, linéaires et qui vont vraiment s'engager dans des projets et être step by step, tu vois, en passant de A, B, C, D jusqu'à Z. Là où, si tu veux, le générateur manifesteur est quelqu'un qui va être plus dans le multitasking. Tu vois, c'est une personne qui, lui, en fait, c'est aussi en fait dans son ADN de s'intéresser à plein de choses différentes et parfois même, si tu veux, de ne pas finir les choses. Tu vois, de commencer plein de projets différents, je sais pas, on va tester tel sport, ah non, finalement, je vais en tester un autre, ah non, finalement, je vais en tester un autre. En fait, ça va aussi, lui, faire partie, si tu veux, de sa nourriture intellectuelle. Tu vois, parfois des gens pourraient dire dans le conditionnement, ah mais ça manque de stabilité, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que lui, c'est aussi sa façon de se nourrir, tu vois. Ça peut être des slashers, tu vois, le fait d'avoir plusieurs activités. Et le générateur manifesteur aussi, il est vraiment dans la recherche d'efficacité. Lui, si tu veux, il veut toujours aller assez rapidement, contrairement au générateur qui va, voilà, comme j'ai dit, faire les projets les uns à la suite des autres, tu vois, A, B, C, D, E. Le générateur manifesteur, il va être souvent en recherche d'efficacité, il va passer de A, puis il va aller à D pour aller assez rapidement, tu vois, quitte parfois à revenir en arrière, parce que parfois il peut y avoir un petit peu d'impatience. Mais voilà, et très ancré aussi dans l'instant présent, puisque très connecté aussi à son sacral, de vraiment la vérité, c'est le moment présent, si tu veux. Ok. Également, on conseille aussi aux générateurs, aux manifesting générateurs, si tu veux, d'aller se coucher quand ils ont totalement épuisé leur énergie. Si tu veux, dans un monde un peu utopique parfait, le générateur manifesteur et le générateur, il se réveille le matin. Il a sa batterie, tu vois, d'énergie qui est à bloc. Bien évidemment, il fait tout ce qui l'anime, il écoute son sacral. Donc, si tu veux, il va être dans une joie en permanence.
Et en fait, cette joie aussi va être très magnétique, puisque comme il a une aura qui est ouverte et enveloppante, le fait, si tu veux, d'être dans la satisfaction, d'avoir trouvé son alignement, il va encore plus attirer les gens vers lui. Si tu veux, il y a un peu cette dynamique. Et donc, dans la journée, il va faire des choses pour en fait, on va dire, placer son énergie dans tout ce qui va l'animer. Et à la fin de la journée, la batterie elle est déchargée. Il va se coucher, il recharge ses batteries. Et ensuite, du coup, une nouvelle journée commence. Je vais dire du coup quelques mots sur les autres types énergétiques, si ça te va. Ouais, vas-y. Non, et on reviendra vraiment sur ton autorité et ton profil. Donc ensuite, on a le profil donc projecteur. Donc les projecteurs, ils représentent 21% de la population. Et donc les projecteurs, ils ont une aura qui va être absorbante et ce qu'on va appeler plus focalisée. Et leur énergie, donc contrairement au type d'avant, leur énergie, elle va être fluctuante. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir accès à leur énergie de la même façon. Si tu veux, c'est pour ça aussi chez les projecteurs, dont je fais partie, ça peut être, hein, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais compliqué, si tu veux, de se retrouver en entreprise et de travailler 5 jours sur 7, de 9h à 19h, puisque eux, ils n'ont pas accès à leur énergie de manière constante, si tu veux. C'est plutôt des profils qui vont se dire, bah moi, en fait, j'ai pas besoin de bosser 7 heures comme ça d'affilée, mais je peux être hyper productif sur 5 heures. Le lendemain, travailler, je sais pas, toute la journée, le jour d'après, d'avoir besoin de se reposer. Tu vois, c'est une énergie qui va être en fait fluctuante et ça fait partie de leur ADN. Donc, c'est normal, si tu veux. Et moi, si tu veux, je me suis énormément reconnue là-dedans parce que ça a toujours été, parfois, je m'épuisais, si tu veux, dans des boulots parce qu'en fait, j'avais pas l'énergie constante. Et en fait, c'est une façon, si tu veux, différente d'utiliser son énergie. Et les projecteurs, donc, ce sont vraiment des personnes qui sont des guides, des conseillers. Ils ont vraiment, si tu veux, ce don, ce talent de reconnaître, en fait, le talent chez les autres, parce qu'ils sont vraiment dans le ressenti. C'est aussi des très bons accompagnateurs. C'est des personnes aussi qui vont un petit peu s'incarner dans leur façon de, plus j'ai envie de dire, si tu veux, dans le to be que dans le to do. Là où le générateur et le manifesting générateur sont très dans l'efficacité, dans la production, dans le fait de faire, le projecteur, lui, va vraiment trouver son bien-être et attirer aussi les gens vers lui à travers le fait de se rendre visible, de montrer son mode de vie, sa vision des choses. Et si tu veux, lui, dans sa stratégie, on parle d'attendre l'invitation. Alors, pour expliquer un petit peu, parce que ça peut paraître un peu flemmard, mais en fait, attendre l'invitation, si tu veux. En fait, c'est vrai que souvent, on est dans une société où on nous demande toujours d'initier, de passer à l'action, de faire des choses. Et en fait, si tu veux, ça, c'est un peu les conditionnements. Finalement, à travers le type énergétique, le seul réellement à qui on dit d'initier et d'initier les choses, c'est ce qu'on appelle le manifesteur qu'on verra juste après. Mais pour bien comprendre, en fait, attendre l'invitation, si tu veux, à partir du moment où tu te rends visible, où tu montres en fait qui tu es, en général, les projecteurs, ils ont un peu une zone de talent, un peu un don naturel, tu vois, parce qu'ils scannent très très bien les gens. À partir de ce moment-là, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à toi. Je vais te donner un exemple concret pour te parler, pour illustrer. Par exemple, moi, tu vois, donc je me suis reconvertie là dans le Human Design. J'ai commencé, si tu veux, à parler en story, donc du Human Design, comme tu l'as vu d'ailleurs. D'ailleurs, moi, tu vois, j'ai un petit peu du mal à être constante avec Instagram parce que mon énergie, elle est pas toujours au même niveau. Donc parfois, je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis en fait, le lendemain, mon énergie, elle est pas forcément là. Donc, je suis assez inconstante, si tu veux, dans ma communication. Mais en tout cas, tout ce que je communique, ça vient vraiment du cœur et parce que ça m'anime. Et donc, quand j'ai commencé à parler du Human Design, si tu veux, j'ai eu des opportunités directement qui se sont présentées à moi, à savoir, toi, tu m'as proposé de faire ce podcast. Une autre personne est venue me voir en me disant, j'aimerais que tu interviennes dans ma formation pour faire une masterclass sur le lien entre Human Design et entrepreneuriat. Une troisième personne est venue me voir aussi pour que j'intervienne au sein de sa formation. Enfin, tu vois, en fait, l'idée, c'est en fait, à partir du moment où tu es sur une vibration énergétique qui est haute et qui correspond à ton type, les opportunités sont arrivées. Moi, je l'ai vu vraiment. Ça s'est fait comme ça et je me suis dit, waouh, en fait, c'est dingue, tu vois. Pour le projecteur, ce qui est le but ultime, en fait, du projecteur,
Pour lui, c'est vraiment la reconnaissance. En fait, se sentir reconnu à sa juste valeur. Et on parle même de succès chez lui. Et comment identifier ce qu'on appelle le non-soi, donc un peu le désalignement du projecteur, ça va être quand il va ressentir un petit peu de l'amertume. Ça, c'est pour le projecteur. Ensuite, on a le manifesteur, donc qui est 8% de la population. Lui, le manifesteur, c'est vraiment la personne qui va être le novateur, celui qui est dans la prise d'initiative, qui va vraiment avoir un impact sur les autres, qui va avoir des périodes de créativité très intenses. Donc l'idée, c'est de maximiser son potentiel d'énergie dans la mesure où, comme le projecteur, le manifesteur, il n'a pas d'accès constant, en fait, si tu veux, à son énergie. Donc pareil, c'est important si tu veux de le préserver. C'est quelqu'un d'assez indépendant, et au même titre que le projecteur aussi, qui a besoin aussi de solitude pour recharger un peu ses batteries, recharger un petit peu et décharger aussi les énergies qui ne sont pas les siennes. Et donc la stratégie chez le manifesteur, c'est réellement d'initier à l'action, d'informer. Tu vois, toutes les stratégies un peu call to action et des choses comme ça, c'est très dans la vibe du manifesteur, puisque lui, c'est vraiment le type énergétique qui est là pour initier et pour vraiment passer à l'action. Non pas que les autres types n'ont pas à passer à l'action, mais je parle en termes de stratégie, si tu veux. Et le but ultime, enfin le but ultime en fait du manifesteur, pour lui, c'est vraiment la paix intérieure. C'est vraiment cette recherche un petit peu de paix intérieure, puisque lui, il n'est pas du tout dans la dynamique qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Si tu veux, c'est quelqu'un de très indépendant. Et sa recherche, elle est vraiment dans la plénitude et la paix intérieure. Et le non-soi donc du manifesteur, ça va être la colère. Voilà. Ensuite, on finit sur... donc là, c'est 1% de la population. Donc, c'est un type qu'on appelle le type réflecteur. Donc, en fait, le réflecteur, sur son schéma, il a tous ses centres énergétiques qui sont blancs. Donc, en fait, qui sont ce qu'on appelle ouverts. Donc, il est très sujet au conditionnement. Et on dit qu'il a une aura échantillonnante parce que lui, en fait, il va vraiment, si tu veux, amplifier l'énergie des autres. C'est vraiment quelqu'un qui a une vraie sensibilité, qui du coup a une grande sagesse et il capte et amplifie énormément l'énergie des autres. C'est un peu, si tu veux, le miroir en fait de la société. Et l'idée pour ce type-là, beaucoup plus que les autres, c'est vraiment d'être et d'évoluer dans un environnement qui est sain. Et lui, dans sa stratégie, alors c'est un peu plus subtil, on parle d'attendre en fait un cycle lunaire. C'est-à-dire que lui, en fait, la Lune va avoir un impact et va en fait activer des portes qui sont en fait les talents qui vont s'activer au fur et à mesure. Donc un cycle lunaire, c'est sur 28 jours. Et le but ultime du réflecteur, on parle de la surprise, le fait d'être animé, d'être en fait toujours un peu, tu veux, comme un enfant qui va être éveillé et surpris en fait par la vie. Et le non-soi du réflecteur, ce sera la déception. Donc voilà un petit peu pour le panel des types énergétiques. Bon, voilà, j'essaie pas trop rentrer dans la caricature avec des mots-clés pour expliquer un petit peu et que chacun puisse un peu comprendre la dynamique, si tu veux, de chaque type énergétique. Ouais. Alors j'ai une question. Est-ce que tu sais, comme en astrologie, par exemple, t'es Gémeaux, ascendant Poisson, mais t'as aussi tous les autres signes dans ta charte, tu vois, et tu peux te retrouver dans tous les archétypes, sur différents niveaux de ta vie. Est-ce que ici c'est pareil? Est-ce que t'as aussi chaque archétype qui a un pourcentage plus faible dans ta personnalité? Parce que c'est vrai que moi, je me reconnais quand même pas mal dans... alors, je sais plus lequel, mais enfin celui que toi, tu es, avec une énergie fluctuante. Et parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression que je suis assez cyclique dans mon énergie. Ouais. Et tu vois, je me demande si... Enfin voilà, c'est ça ma question. Alors, je vais répondre à tes deux commentaires. Le premier, alors, en fait, nous, on appartient à un type énergétique. Et effectivement, il ne va pas changer. Si tu veux, il n'y a pas je suis 10% projecteur, 40% manifesteur. C'est vraiment, on appartient à un type énergétique. Ensuite, et le type énergétique va aussi dépendre en fait des centres qui vont être activés. Et en fait, en fonction des éphémérides et de ce qu'on appelle des cycles,
en fonction des transits, ce qu'on appelle les transits. Il y a en fait les centres qui vont s'activer en fonction des transits. Donc on pourra ressentir par exemple quand le sacral est activé, mais globalement tu appartiens à un type énergétique et tu n'en changes pas. Ensuite, si tu veux, c'est parfaitement logique de pas si tu veux, de se reconnaître à 100% dans un type énergétique. Si tu veux, c'est parfaitement logique. C'est aussi lié à notre conditionnement, à notre éducation. Toi, quand tu dis, par exemple, que tu te reconnais dans cette énergie qui est un peu cyclique, est-ce que justement le fait de se reconnecter à ton sacral, à vraiment t'engager dans des projets qui t'animent, qui te font vibrer, je pense que ton énergie, tu vas avoir accès, si tu veux, à cette énergie qui va être hyper puissante, qui vient de ton sacral. Tu vois, ça va être un exercice pour toi, puisqu'effectivement, par définition, le générateur est le manifesting générateur. Mais il y a beaucoup de personnes de ces types-là qui m'ont déjà dit, mais attends, mais moi, je me sens tout le temps fatiguée, je me lève, je suis fatiguée, j'ai l'impression que mon énergie, j'y ai pas accès. Là, on est plus peut-être sur une question, si tu veux, sans rentrer dans la caricature, mais peut-être de se dire, est-ce que vraiment tu laisses ton sacral te guider au quotidien? Est-ce que tu t'engages dans des projets où tu sens que tu es investi et que tu as vraiment envie, que c'est un vrai oui? Tu vois, il y a toutes ces questions. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? À rentrer un peu en subtilité. Ok. Alors, du coup, donc maintenant, on a vu, toi, ton type qui est générateur manifesteur. Maintenant, on va regarder un petit peu, si tu veux, ton autorité. Donc, ton autorité, si tu veux, donc il y a différentes autorités. On va pas forcément toutes les faire, sinon ce serait, effectivement, le podcast serait beaucoup trop long. Mais en fait, ton autorité sacrale, toi, elle représente 30% de la population. Et en fait, c'est la manière que tu as, toi, de prendre tes décisions. Et la manière la plus alignée, si tu veux, ça va être le sacral. Il faut savoir que les générateurs manifesteurs et les générateurs, ils peuvent soit être en autorité sacrale, donc réponse immédiate, soit en autorité émotionnelle, qui représente 50% de la population. Dans ton cas, si tu veux, toi, ton autorité sacrale, c'est vraiment, encore une fois, la reconnexion à ton sacral. C'est la boîte à son, c'est le gut feeling, c'est viscéral, si tu veux, c'est vraiment tripal. C'est, voilà, tu interroges en fait ton sacral à travers l'extérieur à partir de questions, comme on a dit tout à l'heure, qui sont ouvertes, là, j'ai du mal avec ce terme, qui sont fermées, qui sont oui ou non. Ok. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver en fait l'engagement dans des projets qui t'animent, en vraiment, si tu veux, en faisant confiance, si tu veux, à ce sacral, qui vraiment pour toi est ta boussole interne et qui permet de te reconnecter vraiment à ce qui va te permettre vraiment d'être dans ton épanouissement, dans ta satisfaction. Ouais, ça me parle. Bah, c'est vrai que j'ai l'impression de prendre mes décisions quand même. Une fois que c'est décidé et que j'ai l'impression d'avoir un déclic, c'est bon, je fonce, tu vois. Bah, en fait, ce qui est surtout, ce qui est intéressant aussi avec cette information-là, si tu veux, c'est que souvent, on est souvent dans des prises de décision qui vont vachement faire intervenir le mental. On est souvent dans la réflexion, on est souvent en train de se dire ah mais attends, il faut que je prenne la nuit pour réfléchir, réfléchis bien avant de prendre ta décision, tu vois, c'est un peu des conditionnements comme ça, alors que le mental, si tu veux, globalement, ça nous permet d'analyser, de mémoriser, voire de conceptualiser, d'accueillir l'inspiration, les choses comme ça, mais vraiment la prise de décision, si tu veux, elle se fait aussi vraiment corporellement parlant, et d'autant plus quand tu es une autorité, tu vois, sacrale comme la tienne, c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment des tripes, tu vois. Tu le ressens au plus profond de toi, si tu veux, c'est pas quelque chose de tiède, ouais. Tu vois. Au même titre, tu vois, moi par exemple, je suis en autorité splénique. L'autorité splénique, c'est vraiment laisser parler son intuition. Et moi, je me rends compte que toutes les décisions que j'ai prises en écoutant mon intuition, donc l'intuition, c'est hyper subtil, hein. Si tu dors pas sur ton intuition, hein, tu vois, elle se présente, faut savoir la saisir, c'est assez immédiat. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les décisions que j'avais prises avec mon intuition, ça a été il y a eu un après, en fait, tu vois. Ça m'a vraiment mis dans une lignée hyper positive, et que ce soit le choix de mon école, tu vois, que ce soit le choix de me reconvertir aussi en human design, c'était pas forcément le moment, il y avait plein de choses qui me disaient non. Et en fait, tu vois, quand tu écoutes ton autorité intérieure, même si parfois ça peut paraître, tu vois, pas très rationnel, tu sais, certaines personnes vont faire des listes ou des trucs comme ça pour se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Finalement, il faut vraiment laisser parler
soit son intuition pour certaines personnes, d'autres personnes, ça va être, comme je l'ai dit, dans l'émotionnel, tu vois. L'effet de ne pas se précipiter, mais de ressentir, si tu veux, les émotions up and down, de revenir à une clarté émotionnelle, et au bout de 3-4 jours, voir si on est toujours sur la même vibe pour prendre la même décision, tu vois, ou justement, est-ce que ça a changé? Parce que des personnes, si tu veux, parfois, vont trop vite prendre des décisions, et puis après, elles vont regretter, elles vont se dire « Ah mais merde, j'aurais pas dû faire ça comme ça, finalement, je me rends compte qu'il y a telle et telle chose qui vont pas, pourquoi j'ai dit oui ?» Mais parce qu'en fait, elles étaient sur une vague qui était haute à ce moment-là, et en fait, l'idée, c'est de revenir vraiment à cette clarté, si tu veux, émotionnelle, quoi. Okay. Donc toi, tu es ce qu'on appelle un profil 3-5. Donc le profil 3-5, alors le profil, si tu veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la manière d'observer et d'interpréter le monde. C'est un petit peu ta lunette, qui tu es et ce que tu vas aussi montrer aux autres. La première ligne, on va dire qu'elle est plutôt de l'ordre de la consciente, donc qui tu es et ce que tu montres. Et la deuxième ligne, on va dire que c'est la partie un peu inconsciente, donc notre nature innée. Et donc, toutes les personnes vont avoir 2 chiffres. Tu vas avoir des 3-5, des 4-6. Moi, je suis 6-2, tu vois. Okay. Et donc, le 3, ça correspond... Alors, il y a un titre que Raoult a donné pour chaque profil. C'est des titres qui sont assez cash, assez rentre-dedans. Mais je pense qu'il faut un petit peu dégrossir les traits. On appelle ça le martyr. Très bien. Merde. Tout va très très bien. Alors en fait, le martyr, c'est vraiment, si tu veux, c'est un peu, j'avoue, ce terme est un peu cash. Le martyr, en fait, la ligne 3 plutôt. La ligne 3, c'est vraiment le fait d'être dans l'expérimentation, le fait d'expérimenter la vie. C'est une énergie qui est assez téméraire. C'est le fait de faire plein d'expériences multiples, et c'est aussi le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est à travers toutes les expériences de la vie que tu fais que tu en tires en fait un enseignement. Tu vois, notamment le 3, il peut se lancer dans plein de choses différentes. Parfois même, peut y avoir un peu un découragement de se dire « Mais attends, mais je fais ci, je fais ça, ça marche pas. » Mais peut-être qu'il faut se planter ou essayer 9 fois pour réussir, tu vois, la 10e fois. Il peut y avoir aussi cette impression, si tu veux, parfois de pas rentrer dans le moule, dans le moule. Et en fait, le 3, c'est vraiment ça. Lui, sa vie, elle va être faite d'expérimentation. Tu vois, c'est vraiment dans le... Parfois même tester et se prendre des murs, tu vois. Ok. Je sais pas si ça te parle un petit peu, tu vois, d'être dans le ressenti, tu vois, de l'adrénaline au quotidien, de la personne, elle vit vraiment pleinement, en fait, la vie à travers son énergie hyper téméraire, tu vois, c'est... Ouais, ça me parle dans le sens où j'ai pas peur de faire des trucs, enfin de me lancer, enfin tu sais, je préfère vivre que ne pas vivre, parce que j'ai toujours peur que ça se trouve demain je vais mourir et je vais être sur mon lit de mort en mode putain j'ai rien foutu, tu vois. Ça c'est assez ligne 3, tu vois, le fait de se dire, parfois même on sait qu'on va dans le mur, où on se dit putain je suis pas sûre de ça, mais en fait ça fait partie du process, on a besoin de le faire, tu vois, pour apprendre, pour être tu vois, dans cet enseignement, de se dire en fait on se heurte en permanence, tu vois, c'est vraiment le fait d'être dans cette dynamique-là en fait du 3, expérimenter, tu vois, le 3 il prend sa place, il peut exprimer son opinion, tu vois, c'est quelqu'un qui peut exprimer facilement aussi son désaccord, et c'est vraiment l'énergie assez téméraire, tu vois, d'être dans l'adrénaline et dans la multitude en fait d'expériences, parce que c'est son process aussi d'apprentissage. Tu vois, d'ailleurs, les personnes qui ont une ligne 6, comme c'est mon cas, moi je suis 6-2, toi t'es 3-5. Dans la ligne 6, elle est divisée en 3 phases. Et on va dire dans les 30 premières années de la vie, donc ce qui me correspond très bien, en fait, le 6 correspond à la partie 3, si tu veux, le fait d'expérimenter. Donc toutes les personnes qui ont un 6, les 30 premières années de leur vie, ça correspond au 3, le fait d'expérimenter. Tu vois, moi par exemple, le fait d'avoir changé 6 ou 7 fois de job différents, tu vois, j'avais besoin de cette expérience-là pour ensuite trouver ma voie et de me dire ok, parce que mon apprentissage et le tien aussi, tu vois, passe par l'expérimentation. Ouais. Ensuite, tu as la ligne 5, donc l'hérétique. Non mais l'enfer, la martyr et hérétique, c'est quoi ces archétypes? Il est malade le mec. Il y a certaines personnes qui nous donnent pas les noms,
qui ont décidé de changer la nuit. Ah ouais. Pour rendre le truc un peu plus smooth. Mais bon, moi, je trouve ça bien aussi, enfin, tu vois, de rester dans l'ADN du mec, quoi, Ouais. personnalité. Mais globalement, pour t'expliquer un petit peu, l'hérétique, c'est vraiment, on peut appeler ça aussi, tu vois, le leader, c'est vraiment une personne qui a une capacité à avoir une vision sur les systèmes, un peu de vulgariser les concepts. Il y a vraiment cette notion, tu vois, d'universaliser. C'est souvent des gens qui ont une facilité, tu vois, à transmettre les idées. Peut-être même parfois ils peuvent avoir un peu un rôle de sauveur, tu vois, parce que c'est des gens qui vont facilement, tu vois, trouver des solutions. C'est des gens aussi, tu vois, qui vont être très tournés sur les autres, parce que la ligne 5, c'est vraiment tourné vers le monde, en fait, une ouverture au monde. Là où, si tu veux, le 4, dans la ligne 4, ça va être plus être le côté communauté proche. Et le 5, c'est vraiment le fait d'être là pour transmettre des idées, tu vois, d'être dans cette dynamique un peu de vulgariser, un peu, tu vois, de déconstruire et de reconstruire des idées. C'est vraiment, tu vois, la personne qui est tournée, tu vois, vers les autres, notamment toi. Moi, je vois ça comme ça aussi avec ton bodygraph, tu vois, dans ton 3-5, pour moi, c'est ta façon, tu vois, le 3, c'est tes expériences de vie, ce que tu fais, ce que tu partages, tes découvertes, tes voyages. Et à travers cette ligne 5, tu vois, c'est une façon aussi pour toi de transmettre, en fait, tout ce savoir que tu as, la sagesse que tu as pu engranger, au monde, tu vois, d'avoir en fait un impact, tu vois, dans ta communication aussi, tu vois, parce que je fais souvent aussi le lien entre human design et entrepreneuriat. Ouais. Je trouve que le profil peut énormément aider les personnes à focus sur leur zone, en fait, un peu de talent, de génie. Comment communiquer, si tu veux, à travers, tu vois, l'entrepreneuriat, quand tu as un profil 3-5, en fait, toi, bien évidemment, mais par la fond de tes expériences, tu vois, par la fond de ce que tu as appris, partage, tu vois, souvent les gens, tu vois, il y a un shift qui peut être fait aussi, par exemple, moi avant, j'avais l'impression, tu vois, de me prendre des murs tout le temps, j'ai changé plein de fois de boîte, c'était vu comme de l'instabilité, c'était pas très fiable, tu vois, et aujourd'hui, j'en fais une vraie force, tu vois, le fait de transmettre ça, de dire aux autres, bah voilà, avant mes 30 ans, j'ai changé 6 fois de boîte, toi, tu vois, à travers ton 3, tu peux exprimer en fait toutes tes expériences, ce que tu as vu, et je pense que tu le fais très bien, tu vois, d'ailleurs avec ton podcast. Ouais. Et du coup, tu vois, par la suite, enfin, d'exprimer ça en fait au monde, d'avoir un impact, peut-être même parfois d'avoir des avis assez clivants, tu vois, sur les choses, d'exprimer aussi ta vérité et de vouloir en fait vulgariser et d'essayer de trouver la simplicité, l'efficacité, tu vois, dans tous les concepts pour le partager en fait au plus grand nombre. Ouais, ça me parle. Ça me fait penser, j'ai enregistré et posté un podcast ce matin. C'est du coup le dernier podcast. Pour les gens qui écoutent ce podcast, c'est l'épisode d'avant. Où j'explique que dans tout ce que je fais, dans tous les niveaux et toutes les domaines professionnels sur lesquels j'ai pu être amenée à travailler, j'ai vraiment ce truc du collectif. Ouais. Là, je suis dans le bien-être, mais en fait, la vérité des vérités, le fond du fond, je m'en fiche qu'une personne aille bien. Je pense que le bien-être, ça sert à rien qu'il soit individuel, en fait. On peut pas guérir soi-même si on ne guérit pas le monde, tu vois. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que penser que individualiste, c'est manquer d'ambition et qu'il faut toujours penser à atteindre parler à un niveau global, tu vois. Ça me fait penser à ça. Ouais, ça te fait penser à ça. Et aussi, j'ai un petit peu regardé un peu tes centres et tes canaux. Et en fait, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai regardé ton profil par rapport en fait toi en fait, si tu veux, t'as des centres qui sont définis. Chacun a des centres qui vont être définis dans l'Human Design. Chaque centre défini va correspondre à une énergie qui va être fixe et constante. Et toi, si tu veux, tu as donc le centre de la gorge. Donc le centre de la gorge, c'est le centre de la communication, de l'expression, de la manifestation.
vraiment un centre moteur. Ton centre de la gorge, il est connecté en fait à l'ajna. Donc l'ajna, c'est le mental, la conceptualisation. Et donc, du coup, le fait qu'il soit connecté à l'ajna, c'est aussi ta manière à toi, si tu veux, de pouvoir facilement verbaliser, exprimer tes pensées. Et également, ton centre de la gorge, il est connecté au centre G, qui est le centre de l'identité, de l'amour de soi. C'est un peu tout ce qui est avoir conscience de sa valeur. Et donc, le fait que ce centre G soit relié à ton centre de la gorge, c'est aussi pour toi une façon, à travers ta voix, et la voix au sens propre du terme, de pouvoir exprimer, si tu veux, ton identité. Ouais, bah après, c'est pas étonnant que j'ai créé un podcast. Et ouais, par rapport à ce que je disais à tes centres, tu sais, dans le Human Design, on parle de canaux. Et donc là, c'est un petit peu les portes activées qui vont être les talents de chacun. Il y a 64 portes différentes. Quand 2 portes sont reliées, on parle d'un canal. Et donc chacun, en fait, a des talents, des spécificités. Bon, on va pas rentrer dedans parce que ça va être beaucoup trop long. Mais toi, si tu veux, ton centre de la gorge, c'est celui qui est le plus activé. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 portes. Et donc, si tu veux, ton centre de la gorge est relié au centre G par le canal 8-1. Et si tu veux, c'est le canal de l'inspiration. La porte 8 étant la porte on va dire, de l'influenceur, et le 1 de la création. C'est, si tu veux, et c'est marrant parce que ça résonnait un peu de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'importance, si tu veux, de la contribution par la créativité, dans le sens où c'est un peu l'idée de pouvoir inspirer les autres. Tu vois, le fait que tu vas partager ton expérience à un plus grand nombre, et aussi le fait, en fait, d'avoir besoin d'une audience pour partager ton savoir. Donc ça, c'est totalement en corrélation avec ton 3-5, si tu veux, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on est aussi vraiment sur la notion d'authenticité. Tu vois, de vibrer à 100%. Et en fait, l'idée pour toi, c'est d'être dans un truc très créatif, d'une personne très créative, expressive. Tu as un message à délivrer. Et même juste, tu veux, en partageant ta vision du monde à travers tes expériences, tes enseignements, tu vas avoir en fait un impact sur les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose chez toi qui est assez, en tout cas moi que je vois quand je regarde, tu vois, ton Human Design avec ce canal justement 8-1, qui est vraiment cette notion de voilà de créativité et en fait d'inspirer les autres. Ok. Bon, bah, il faut que je continue le podcast alors. Et ce que j'avais vu, il y a 2 autres petites choses que j'aimerais bien te dire aussi. Il y avait 2 autres canaux aussi qui étaient intéressants chez toi. Notamment, tu avais le canal 1156, donc qui est le canal qui relie en fait l'ajna à la gorge, donc l'ajna conceptualisation. Donc les idées prennent forme à travers ta voix parce que c'est relié en fait à la gorge. Et le 1156, si tu veux, c'est le canal on appelle de la curiosité. Avec la porte 11, donc on parle de l'idéaliste, et la porte 56, qui est entre guillemets le poète. Donc en fait, le canal de la curiosité, si tu veux, c'est vraiment le fait d'être dans un processus de recherche, sans forcément de but précis. En fait, si tu veux, ce qu'il faut entendre, c'est que la satisfaction, elle réside dans la quête et non, si tu veux, dans la découverte, tu vois. Pas dans le fait de vouloir trouver la vérité absolue, mais de se dire que le bonheur, tu vois, réside un peu dans la recherche. J'ai une phrase qui me vient en tête quand je te parle de ça, c'est le fait, tu vois, de se dire un peu quand on dit l'important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Et le fait, tu vois, en plus, la curiosité, c'est aussi très relié au générateur manifesteur, tu vois, qui se nourrit plein de choses, comme toi, tu te nourris énormément de spiritualité, de différents outils, tu vois. Et notamment, là, ça rentre aussi en corrélation, tu vois, d'être en recherche de nouvelles expériences dans la vie, d'avoir envie d'apprendre pour transmettre aux autres, tu vois. Et limite d'embarquer les gens un peu, de leur dire, bon ben voilà, à travers mes expériences de vie, mes voyages, mes lectures, je vous donne aussi la possibilité d'être autonome, tu vois, de partager des choses ensemble, de partager en fait au monde. Et aussi, donc il y a la porte 56, qui est en fait un peu la porte du conteur d'histoire, où on peut aussi l'appeler, enfin je l'appelle aussi la porte du Père Castor. Je sais pas si tu connaissais ce dessin animé, petite. Oh, j'adore.
En fait, le générique, c'était Père Castor raconte-nous une histoire. Et donc, le Père Castor s'asseyait et racontait des histoires aux enfants. Il avait ses petites lunettes. Et en fait, c'est aussi le don de pouvoir raconter en fait des belles histoires, de raconter en fait ses expériences de vie, de divertir un peu son audience. C'est vraiment cette capacité à transmettre en fait à travers ton expérience personnelle. D'ailleurs, dans un de mes posts, j'avais partagé le HD de Meghan Markle, où en fait je disais qu'elle avait aussi ce canal 1156 Ah ouais. et que, que c'était une très bonne oratrice. Voilà, je trouve qu'elle avait elle avait quelque chose dans le fait de transmettre en fait son histoire, dans les discours qu'elle a fait, et voilà, je trouvais ça assez pertinent de voir que tu avais ce canal 1156. Ouais, trop intéressant. Bah, j'en profite pour dire à tout le monde d'aller checker ton compte Instagram parce que c'est vrai que tes posts sont hyper chouettes parce que tu utilises pas mal la pop culture. Ouais, Et du j'adore. coup, c'est assez cool à suivre. C'est gentil, merci beaucoup. Écoute, voilà, bon après, on pourra encore en parler pendant des heures. Hein, Ouais. Ouais, c'est très complexe. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'était fort intéressant. J'espère que ça aura intéressé pas mal de gens. Est-ce que tu peux du coup nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, quels accompagnements tu proposes? Alors moi, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram sous le nom de The Daily Holistic. Yes. Donc je partage pas mal de contenu, essentiellement en ce moment sur le human design, mais aussi également sur le bien-être, la naturo, sur ma reconversion, un peu tout ce que j'ai envie vraiment de partager avec authenticité. Et donc moi j'ai lancé mes accompagnements et mes consultations en human design. Donc en fait je propose des lectures, on va dire classiques, où en fait on regarde un peu effectivement le type énergétique, l'autorité intérieure et le profil, comme on a fait un petit peu ensemble. Parfois même, la personne peut venir avec une problématique ou un sujet un peu peut-être spécifique, si tu veux, enfin, en tout cas, de me témoigner ce qu'elle attend un petit peu de la consultation. Et il y a un autre type de consultation qui est là plus destiné en fait aux entrepreneurs et qui va être en fait le lien entre le human design et l'entrepreneuriat. Et donc le fait, si tu veux, parce que voilà, le fait aussi d'être dans le bien-être, tous les naturopathes, j'ai pas mal de naturopathes qui viennent me voir. C'est vrai, enfin si tu veux, aujourd'hui on vient plus voir un naturopathe parce qu'il a fait telle ou telle école, c'est aussi la personne qui tu es, et donc il y a toute une notion de personal branding. Et justement, le fait, si tu veux, de connaître son type énergétique, ça permet aussi de construire son offre en fonction de son énergie. Tu vois, tout le monde ne va pas faire des consultations de la même manière, et donc l'idée de prendre connaissance de son human design, c'est de pouvoir adapter en fait son format, son contenu, ses offres, et je trouve que c'est hyper pertinent d'avoir cette approche-là. Donc voilà pour mes activités. Et puis j'ai aussi d'autres projets. J'interviens aussi en masterclass dans des formations en human design pour des personnes, si tu veux, qui accompagnent en fait les gens à se lancer, à créer leurs activités. Il y a un pôle en fait masterclass où je leur parle justement j'essaie un petit peu de vulgariser, tu vois, l'human design, leur donner des outils pour que ça puisse en fait les aider dans leur développement personnel, dans le développement de leur activité, tu vois. Ok, intéressant. On se retrouve bien évidemment sur Instagram. Et puis, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Ciao.